Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la séance des carrières internationales Vivre et Travailler qui aujourd'hui est consacrée à l'Allemagne, un pays qui est très important pour Sciences Po. Nous allons découvrir tout à l'heure grâce à Fabien Welt qui est le responsable à la direction des affaires internationales à Sciences Po des échanges avec l'Allemagne. Mais aussi nous avons la chance d'avoir une représentante du bureau de la section d'alumni en Allemagne. Et donc, nous aurons l'occasion vraiment d'approfondir un peu sur les opportunités professionnelles, mais aussi dans le style de vie qui représente l'Allemagne pour nos alumni. Donc, si vous êtes d'accord, je laisse tout de suite la parole à Fabien Welt pour qu'il nous raconte un peu qu'est-ce que l'Allemagne représente pour Sciences Po, pour les étudiants de Sciences Po et leur parcours. Et ensuite, je donnerai la parole à Flore Patra-Delon pour qu'elle nous parle, qui est membre du bureau de la section Allemagne, pour qu'elle nous parle de la section, introduction. Et ensuite, nous allons entamer avec les propres du sujet du webinaire avec nos intervenants. Voilà, donc Fabien, si tu veux nous dire un mot sur la coopération avec l'Allemagne, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Donc, je m'appelle Fabien Welt et je suis responsable à Sciences Po pour les partenariats avec les pays germanophones. Je dois faire un aveu, c'est que je n'ai jamais travaillé en Allemagne. Donc, on aura les deux intervenants plus tard qui sauront parler beaucoup mieux que moi, mais je peux un peu vous parler de ce qu'on fait à Sciences Po en partenariat avec les pays germanophones et notamment l'Allemagne. On a des doubles diplômes avec la Hertie School of Governance à Berlin et avec la Freie Universität également à Berlin. Et dans le cadre des doubles diplômes avec la Freie Universität, donc à la fois un bachelor et un master, les étudiants sont obligés de faire un stage et donc on les incite déjà à travailler en Allemagne ou peut-être en France pour les Allemands, parce qu'il y a évidemment aussi beaucoup d'étudiants allemands à Sciences Po et dans les doubles diplômes. Et on encourage aussi nos étudiants à faire des stages qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on peut faire en Allemagne. On sait que l'Allemagne, c'est un des pays où c'est encore relativement facile de trouver un stage par rapport à d'autres pays où l'économie va assez bien par rapport à d'autres pays. Et comme je dis, nous avons aussi beaucoup d'étudiants allemands dont beaucoup retournent ensuite en Allemagne. Donc, on a les Allemands, c'est la troisième population d'étudiants à Sciences Po, après les Français, bien sûr, et les Américains, les États-Unis. Voilà, juste pour vous donner quelques idées de ce qu'on fait avec l'Allemagne et comment on essaie de préparer les étudiants à y travailler. Mais évidemment, on pourra parler un peu plus après si vous avez des questions. Merci Fabien. En effet, c'est très intéressant de voir le nombre d'étudiants allemands à Sciences Po, dans la troisième population, c'est vraiment très important. Et cela s'est traduit aussi par les nombres d'alumni qu'il y a en Allemagne. Il y en a au moins 800. Mais Flore Patra-Delon, membre du bureau de la section, pourra nous raconter un peu plus les activités et les projets de la section d'alumni en Allemagne. Flore, je te laisse la parole. Oui, merci Camilla. Donc moi, je m'appelle Flore Patra-Delon, donc je suis française et je vis en Allemagne depuis maintenant 7 ans. J'ai été élue au bureau de la section allemande il y a quelques mois de ça. Donc la section allemande, en fait, est présidée par Frank-Paul Weber, qui est depuis très longtemps le président de la section. Et maintenant, il y a 3 membres du bureau qui ont été élus, donc moi-même. Et il y a Marc Peugeot-Müller aussi et Tom Schneider. Et en fait, on a essayé de trouver une localisation un peu géographique parce que l'Allemagne est très décentralisée. Donc, en fait, c'est pas comme en France où tout est centralisé à Paris. En Allemagne, il y a des Français ou des Allemands qui ont fait Sciences Po à Berlin, mais il y en a aussi à Hambourg, à Munich, dans la région de la Ruhr, Düsseldorf, Essel, Duisburg, Dortmund. Donc, Paul Frank Weber et Tom Schneider, eux, sont à Berlin.
Donc, en fait, si jamais vous avez envie d'entrer en contact avec eux et que vous allez dans la région de Berlin, ce sont vraiment les points de contact. À Hambourg, c'est mon collègue Marc Peugeot-Meller qui s'occupe de la section là-bas. Et moi, alors, je suis localisée en Basse-Saxe, alors en allemand en Niedersachsen, mais pour des raisons professionnelles et puis jusqu'à très récemment pour des raisons éducatives, j'allais très souvent aussi dans la Ruhr et je suis à 1 heure et demie de la Ruhr. Donc, en fait, j'essaye aussi de coordonner les alumni dans la région de la Ruhr. Donc, encore une fois, c'est Essen, Dortmund, Duisburg. Et j'essaie même d'aller jusqu'à Köln. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un bureau. Alors, Camilla, détrompe-moi si, aidez-moi si je me trompe, mais c'est un bureau voilà, qu'on essaie de réactiver un petit peu. Donc, après, ça n'a pas été facile parce qu'on a tous été touchés par la pandémie, le fait que les lieux de rencontre aient été fermés. Donc là, je pense que c'est l'objectif de 2023 d'essayer de réactiver, de réanimer tout le réseau d'alumni. Et donc, par exemple, Marc à Hambourg organise tous les 2 mois des drinks avec les gens qu'il a réussi à recenser là-bas, mais ça ne veut pas dire que son recensement est exhaustif. Donc, encore une fois, si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Tous les noms sont affichés sur la page Sciences Po Alumni. Donc, et puis sinon, Camilla peut vous les donner ou moi-même. N'hésitez pas à me contacter. Moi, je vais lancer des événements à partir du début de l'année prochaine. Et puis à Berlin, Paul Franck et puis Tom vont organiser quelque chose pour le début de l'année aussi, la première moitié du mois de janvier. Et sinon, il y avait des événements un peu plus ponctuels qui ont été organisés, mais pas à intervalles réguliers, hélas. Mais voilà, sur des sujets très, très différents, sur les élections en Allemagne. Il y en a qui ont été organisés aussi sur des sujets plus artistiques. Donc, ça dépend vraiment. Et le but vraiment de la section, j'ai envie de dire, pour 2023 et ensuite, c'est d'essayer de vraiment mieux coordonner et de renforcer ce réseau d'alumni. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Flore pour cette introduction. C'était déjà très intéressant et très utile. Et en effet, des occasions comme celle d'aujourd'hui sont aussi pour vous manifester ou manifester votre intérêt vis-à-vis des activités en Allemagne. Donc, soyez participatifs et interactifs. Si vous avez des idées à proposer à la section, nous avons la chance d'avoir une représentante de la section aujourd'hui. Donc, profitez. Et j'ai aussi indiqué dans le chat le lien pour rejoindre la section Allemagne et recevoir les notifications des activités ou des informations utiles. Passons maintenant aux présentations des parcours. Alors, avant de commencer, j'ai une communication de service à vous donner. Alors, malheureusement, il y a 2 intervenants qui ne peuvent pas participer aujourd'hui. Elles s'excusent beaucoup auprès de vous. Donc, c'est Jacobine Januszek Freitag Loringoven, qui est attachée au ministère des Affaires étrangères, et Christian Schwartz, Head of Section au ministère de l'Intérieur. Toutes les deux ont eu des empêchements des dernières minutes, mais elles m'ont prié de vous communiquer que si jamais vous vouliez les contacter ou prendre contact avec elles, n'hésitez pas à le faire à travers moi. Donc, tout à l'heure, je vais laisser mes coordonnées mail dans le chat et comme ça, je pourrai faciliter les mises en relation si besoin. Maintenant, je vais vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, c'est Flore Patra-Delan qui vient de parler. Flore, peut-être tu pourras nous raconter un peu ton parcours. Et Matthias Wojcins qui nous parle depuis Munich. Et le hasard veut aussi que tous les deux sont issus de la promo 2003. Donc, voilà, c'est le hasard de cette rencontre. Je laisse peut-être d'abord se présenter à Matthias Wojcins, comme Flore, tu viens de nous parler. Donc, Matthias, the floor is yours. Avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Matthias, je suis d'origine de Vienne. Comme mentionné, je suis de la promotion 2003. En fait, grâce à un accord d'échange avec l'Université de Vienne sous la direction de Richard Descoings. À l'époque, je pouvais intégrer Sciences Po, donc j'ai passé 1 année là-bas. Et pour ceux qui ont reçu de bons résultats, on pouvait obtenir aussi un diplôme. Donc, j'étais heureux d'obtenir un diplôme en relations internationales.
En fait, la formation à Sciences Po, c'était très utile parce que c'est une formation pluridisciplinaire et aussi très rigoureuse de présenter n'importe quel sujet en 10 minutes, de problématiser, faire des propositions. Et ça m'a aidé en fait beaucoup dans ma vie professionnelle après, non? De comprendre les grands sujets, de structurer, de faire des propositions pour le PDG, par exemple, pour d'autres fonctionnaires dans les entreprises. Donc, je suis très reconnaissant de mon expérience à Paris. En fait, j'étais à Paris il y a une semaine seulement pour un après-midi parce que j'ai passé 2 jours à Fontainebleau. Quand même, je suis très heureux d'être avec vous. Merci. Merci Mathias. Donc Flore, si tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et pourquoi tu te trouves aujourd'hui en Allemagne. Oui, très bien. Donc, moi, je suis en effet aussi diplômée de 2003, donc filière administration d'État. Donc, administration d'État à l'époque, c'était la filière qui préparait au concours de la haute fonction publique, ENA, diplomatie, voilà. Et par un concours de circonstances, maintenant, depuis 15 ans, je travaille dans le secteur privé de l'énergie. Donc, mon premier message, c'est que Sciences Po, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, on est très polyvalent, très pluridisciplinaire et donc on peut faire des ponts entre le privé et le public à tous les échelons. Et voilà. Et donc, ce qui est la petite anecdote, alors c'est comme Mathias, en fait, 2003 pour les plus jeunes, c'est l'année où Richard Descoings, en fait, a ouvert pour la première fois la possibilité aux étudiants de Sciences Po de partir étudier à l'étranger. Donc, moi, je faisais partie de la première génération de Sciences Po à pouvoir aller étudier à l'étranger. Et donc, j'avais choisi d'aller étudier en Allemagne et j'avais choisi d'aller étudier à Jena en Thuringe. Vous me demanderez peut-être pourquoi Jena en Thuringe, alors qu'il y avait Berlin et des plus grosses universités. C'est parce qu'à l'époque, à côté, il y avait Weimar et un très bon orchestre à Weimar, un très bon orchestre d'étudiants. Donc, voilà. Mais c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à être de plus en plus liée à l'Allemagne. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de l'énergie. Je travaille toujours pour le secteur de l'énergie. Et il y a 7 ans de ça, j'ai été envoyée en Allemagne par ma boîte en expatriation. Et donc, l'expatriation, c'est supposé être pour quelques années seulement, entre 3 et 5 ans dans le cadre de mon entreprise. Et en fait, j'ai essayé de prolonger au maximum des possibilités contractuelles qui m'étaient données. Mais à un moment, on m'a demandé de rentrer. Et en fait, avec ma famille, on n'a pas souhaité rentrer en France parce qu'on a trouvé que le cadre de vie allemand était extrêmement favorable à notre famille. Et donc, on a décidé de rester. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je suis encore en Allemagne et maintenant, je travaille pour une entreprise énergétique allemande. Donc, voilà. Et donc, on pourra parler aussi après des avantages d'avoir le diplôme de Sciences Po, dans quelle mesure c'est reconnu en Allemagne, quelles sont les difficultés éventuelles rencontrées. Voilà. Merci Flore, c'était très intéressant et surtout, peut-être tu pourras nous dire pourquoi c'est mieux de vivre en Allemagne qu'en France. Je pense que dans le public, ça sera un questionnement qui se posera. Donc, peut-être Mathias, tu pourras nous raconter pourquoi, disons, quelles opportunités tu as pu saisir Absolument, en absolument. Allemagne. En et fait, surtout depuis ta profession, parce que comme tu travailles aussi dans les secteurs des ressources humaines, voilà, absolument. tu pourras peut-être nous raconter un peu Avec plus plaisir. Alors, quand j'étais à Sciences Po, en fait, je voulais devenir diplomate. Donc, j'avais deux chemins professionnels dans ma tête, soit le service diplomatique, soit une carrière dans le secteur privé. Après avoir reçu mes diplômes à Vienne, j'ai travaillé auprès des ambassades à Washington et à Budapest. Donc, c'était aussi une expérience très intéressante. J'ai vu Barack Obama, John McCain, Emmanuel Barroso, tous les grands hommes politiques. C'était très intéressant. De l'autre côté, je me suis dit, je vais faire un impact, non? Un impact, et je crois que le secteur privé serait plus utile. J'avais fait plusieurs stages dans des banques à Vienne. Et heureusement, il y avait l'occasion d'intégrer les ressources humaines que j'avais trouvé très intéressantes depuis longtemps. Donc, j'ai commencé dans les ressources humaines dans une banque italienne responsable pour l'Europe centrale et de l'Est pour 3 ans. Et puis, je suis expatrié à Milan et puis en Allemagne.
Et pourquoi je suis resté en Allemagne? Et j'ai trouvé que l'Allemagne, c'est un grand pays avec beaucoup d'opportunités professionnelles, la qualité de vie aussi bien élevée. Moi, je suis un personnage de la méritocratie et j'ai trouvé que la plupart des Allemands est aussi assez méritocrate. Il y a toujours une certaine politique, certains personnages dans chaque entreprise, c'est la réalité, mais en général, je pense que si on travaille bien, on peut aussi se développer bien dans chaque entreprise allemande. Maintenant, je suis dans une entreprise française ici à Munich. Un point pour lequel j'ai choisi le photo ici, et pour souligner que, comme Flore l'avait déjà mentionné, l'Allemagne est très décentralisée. Il y a beaucoup d'opportunités, non? Donc, à Munich, à Francfort pour les banques, à Cologne pour les assurances, à Munich aussi pour les assurances, à Stuttgart, par exemple, pour l'industrie, Hambourg et Berlin. Et comme ça, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Il faut, traditionnellement, à mon avis, l'Allemagne apprécie tellement des expériences très techniques. L'Allemagne demeure le pays le plus industrialisé du monde. Donc, le chemin traditionnel de faire une bonne carrière est d'être diplômé d'une école d'ingénieur comme école polytechnique en France, de faire un doctorat en technique, non? Et de travailler, par exemple, chez Siemens ou BMW. Le monde de travail, heureusement, aussi en Allemagne, a changé beaucoup. Les entreprises ont besoin des talents de n'importe quel pays à la fin. Et si vous êtes bien formé, vous avez aussi une bonne expérience. Il y a beaucoup d'opportunités dans les entreprises allemandes et aussi françaises. AXA, par exemple, se trouve à Cologne. Airbus, c'est proche de Munich, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. La façon de vivre est certainement différente par rapport à la France ou à l'Italie. J'adore la France et l'Italie. Il y a toujours des avantages, des inconvénients qu'il faut réfléchir, non? Mais en général, il y a beaucoup d'opportunités. Ça suffit pour l'instant, Camilla? Merci, Mathias. Donc, Camilla? Oui. Juste peut-être pour les bassins d'emploi, parce que je trouve que c'était intéressant ce que disait Mathias par rapport à Francfort, la finance, Munich aussi. Voilà, il y a aussi tout un écosystème de la tech en Allemagne, tout ce qui est digital, data et tout ça. Donc, Munich est évidemment un peu la Silicon Valley de l'Europe. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés aussi vers ces métiers, non pas vers des filières industrielles ou des métiers de la finance, mais vraiment sur des métiers de la nouvelle tech, il y a évidemment Munich. Et je ne pense pas que Mathias me contredise là-dessus, mais il y a aussi Berlin, par exemple. C'est deux grands centres voilà, en Allemagne qu'il faut peut-être garder à l'esprit si jamais il y a des alumni qui sont intéressés aussi par ces secteurs-là. Merci beaucoup, Flora. En fait, le siège social pour l'Allemagne de Microsoft, de Google se trouve à Munich. Il y a aussi beaucoup de startups allemands ici et il y a aussi une énergie assez forte et ça me plaît beaucoup. Non? Personnellement, je veux travailler dans un environnement avec d'énergie et Munich, c'est stimulant. Non? Je ne connais pas assez bien Berlin. J'étais là-bas pour le travail quelquefois, mais je suis sûr que c'est aussi très intéressant. De l'autre côté, Berlin, c'est une ville très, très grande. Donc, ça prend beaucoup de temps d'aller d'une place à l'autre place. Munich, c'est beaucoup plus petit, mais quand même, beaucoup d'opportunités. Merci à vous deux. Donc, tout à l'heure, nous avions commencé, quand on a échangé avant le début de la conférence, à parler de comment l'Allemagne, par rapport à la France, en effet, est décentralisée avec plusieurs pôles, plusieurs villes importantes en fonction des secteurs. Mais l'aspect que vous aviez évoqué, qui m'a beaucoup interpellée, et si on pense en comparaison avec la France, c'est la flexibilité des conditions de travail, la possibilité de faire du télétravail. Donc, la question de où poser sa résidence, son domicile, n'est pas forcément la même que le lieu du travail. Et donc, peut-être vous pourriez nous évoquer ces points qui en effet très intéressants peut-être pour notre public.
Oui, je veux bien commencer là-dessus parce que je suis directement concernée. Donc moi, je ne l'ai pas dit, donc je travaille pour une grande entreprise énergétique allemande et je fais des affaires européennes. Donc en fait, moi aussi, je voulais être diplomate quand j'étais à Sciences Po. Et résultat, je fais de la diplomatie maintenant dans une entreprise privée. Je suis en contact permanent avec les institutions communautaires. Et donc, je vis en Basse-Saxe. Donc, en Basse-Saxe, c'est le nord-ouest de l'Allemagne, on va dire. Et je travaille pour une entreprise qui est à Essen. Donc, Essen, c'est à 1h30 de chez moi. Et en fait, ce que j'ai pu négocier quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'est je suis une fois par semaine sur place dans les bureaux. Et le reste, je fais que du télétravail. Et par contre, je me rends disponible évidemment pour aller à Bruxelles quand j'ai des rencontres et des rendez-vous. Et j'ai envie de dire autour de moi dans l'entreprise, mais c'était déjà avant la pandémie aussi dans l'autre entreprise dans laquelle j'étais, il y avait plus de flexibilité sur l'organisation du travail que ce que j'avais vu en France, en tout cas moi dans l'entreprise dans laquelle j'étais ou que j'avais pu voir par ailleurs dans d'autres entreprises. Donc, le message dont je parlais avec Mathias et Camilla tout au début, c'était en fait, si vous recherchez du boulot en Allemagne, ne vous arrêtez pas comme on pourrait tenter de l'être en France sur un bassin d'emploi. Même si par exemple c'est précisé Berlin alors que vous êtes plutôt habitant dans la région de Munich ou de Stuttgart, autorisez-vous à candidater et à voir quels sont les arrangements possibles parce qu'en fait il y a quand même, et a fortiori depuis la pandémie, il y a quand même beaucoup de flexibilité qui est donnée. Et j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes qui ont négocié du quasi remote working à 100% ou en se rendant, par exemple, avec différentes modalités. Moi, c'est une fois par semaine. Je connais quelqu'un qui se rend 4 jours par mois sur son lieu de travail, par exemple. Alors, la personne habite à Berlin et elle se rend du côté de Hanovre. Donc, voilà. Le message, c'est si vous cherchez du boulot en Allemagne, autorisez-vous à candidater à des postes qui ne sont pas forcément dans la ville ou dans le Bundesländer dans lequel que vous voulez vivre. Voilà. Merci Flore. Alors, quel est ton point de vue, Mathias, en plus, quand tu travailles de l'ERH, quand vous sélectionnez un candidat, quels sont vos Absolument. À la critères? Absolument. À la fin, c'est demand et supply. Non? Les entreprises ont besoin de talent, donc les entreprises sont ouvertes d'être plus flexibles. Dans la plupart des cas, on peut travailler dans n'importe quelle ville en Allemagne. Seulement, il faut rencontrer l'équipe, aussi le patron une fois par 2 semaines, une fois par semaine. À mon avis, il est très important de rester en contact avec l'équipe parce que nous sommes des hommes à la fin. Mais heureusement, la situation de COVID-19 à flexibiliser la façon de penser en Allemagne. Les Allemands, en général, moi je suis autrichien, les Allemands en général sont très bien structurés. De l'autre côté, il manque quelquefois la flexibilité. C'était au passé, mais heureusement, ça a changé beaucoup. Et regardez aussi les plus grandes entreprises des finances, de l'industrie, de l'énergie, les entreprises allemandes, aussi les étrangères. Souvent, il y a des job descriptions, des postings en anglais. Et si c'est écrit en anglais, l'anglais et le français sont suffisants, ça pourrait être une opportunité intéressante. Je sais, par exemple, Siemens, à Munich, il y a un programme pour les étrangers des top business schools en finance, par exemple. Donc, n'hésitez pas de l'essayer. Et en général, je crois que les Allemands sont encore plus ouverts aujourd'hui de travailler avec les étrangers parce que les marchés des entreprises sont très internationalisés de nos jours. Il faut mettre les meilleures têtes ensemble pour trouver des solutions pour les problèmes d'aujourd'hui. Ici, même si vous n'avez pas toute l'expérience 100% du job posting, pas de problème. Il faut l'essayer, il faut se postuler aussi, se vendre et développer une proposition de valeur, non? Value proposition. Et un truc aussi très important, c'est le growth mindset, non?
Ça vient des États-Unis, de Madame Dweck, je crois, de l'université de Stanford. Donc, il faut postuler sa motivation et non la façon de travail. Le travail en équipe devient de plus en plus important et comme ça, non? Donc, il faut l'essayer et bon courage. Peut-être que si, Camilla, j'ai juste ajouté 2 remarques et un partage d'expérience là-dessus. Moi, par exemple, sur le partage d'expérience, je travaillais dans une équipe où on est une vingtaine dans le département. On ne parle qu'anglais. Alors, moi, je travaille pour une entreprise qui est qui a des filiales dans plein de pays européens. Mais donc, on parle anglais. Alors, évidemment, la maîtrise de la langue allemande est appréciée parce que je travaille beaucoup aussi avec des collègues en Allemagne et que ma boîte fait une grosse partie de son chiffre d'affaires en Allemagne aussi. Donc, c'est très apprécié. Mais sur le papier, lorsque j'ai passé les entretiens, ce qui était demandé, c'était l'anglais. Moi, je travaille avec mes plus proches collègues uniquement en anglais. On est une vingtaine, d'une quinzaine de nationalités différentes. Et le français était un plus apprécié. Évidemment, je fais des affaires européennes, donc c'est très apprécié de pouvoir parler français. Donc ça, c'était sous le page d'expérience. Sur la remarque, et je pense que ça rejoint aussi ce que Mathia disait, mais lui, il a une vision en plus RH qui est très riche. C'est que moi, en tout cas, quand je cherchais du travail, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, et c'est aussi ce qui m'a plu en Allemagne, c'est un marché du travail extrêmement dynamique. C'est la première remarque. Donc, il n'est pas rare aussi que les gens changent de boîte. Il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus souple et plus, comment dire, plus aisé de changer de travail, il me semble, en tout cas en Allemagne, que ça ne l'est en France. Et la deuxième remarque, c'est qu'en plus, l'Allemagne manque de talent dans plein de spécialités différentes. Et donc, par besoin, ils cherchent aussi à attirer des étrangers alors dans le secteur de la tech, dans les data scientists et tout ça, mais pas que. Donc, et moi, je le vois vraiment dans l'entreprise où je suis, il y a énormément d'étrangers. En fait, en Allemagne, dans les 10 ans suivants, plusieurs. Mathias, ton microphone. Ah, pardon, Voilà. pardon. En fait, à cause du développement démographique en Allemagne, dans les 10 ans suivants, plusieurs millions de salariés seront en retraite. Et pour cette raison, les PDG, aussi les RH, ont beaucoup de peur. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut avoir des talents, il faut faire le travail, non? Donc, il faut prendre cette opportunité à la fin, non? Et il faut négocier bien. Et oui, comme ça. Merci, Mathias. Donc, oui. Camilla, je peux faire peut-être un commentaire parce que j'ai travaillé pas mal avec des entreprises allemandes de l'assurance pour chercher les dirigeants de leurs filiales en France, comme pour HDI Gerling. Et j'ai aussi travaillé avec mon partenaire à Francfort pour chercher voilà, sur le marché allemand. Enfin, voilà, donc le lien avec l'Allemagne était là. Et il y a une chose qui m'avait frappée, et c'est notamment quand j'ai travaillé pour HDI Gerling, c'est qu'il a fallu que j'explique aux dirigeants allemands ce qu'était qu'une fiche de paye française, qui n'avait strictement rien à voir avec une fiche de paye allemande. Peut-être que les choses ont évolué. Et j'ai aussi appris que les systèmes de santé, les systèmes de retraite n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est des éléments importants quand on travaille pour un pays. Dans le cas de mon collègue, on cherchait un Français on cherchait en fait un Allemand, mais pour monter la filiale française d'un groupe d'assurance. Et dans ce cas-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, le benchmarking sur les rémunérations, bon, ça allait à peu près, mais c'était plutôt sur la partie sociale où il fallait expliquer parce que le système n'était pas du tout le même. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Est-ce que ça a une importance pour vous ou pas? Je vais tenter de répondre à cette question, mais d'un point de vue de personne qui est passée récemment en contrat allemand après avoir été 17 ans en contrat français. Oui, alors c'est en effet, c'est une complexité parce qu'en effet, les deux systèmes ne sont pas les mêmes. Alors en fait, en Allemagne, de ce que je comprends, par exemple, pour l'assurance maladie, il y a un système public et un système privé. Au-dessus d'une certaine rémunération, on part vers le privé.
Voilà, donc il faut avoir ça à l'esprit. Sur la retraite, j'avoue que je n'ai pas trop regardé ça de près encore parce que c'est encore assez récent pour moi. Et puis, mon entreprise a des retraites complémentaires à proposer à ses salariés. Donc, l'un dans l'autre, je n'ai pas besoin de regarder par ailleurs pour le moment. Après, sur la rémunération, c'est un point important parce qu'en fait, faut pas se dire j'aurais touché ça en France, donc je vais demander la même chose en Allemagne. De mon expérience, les rémunérations sont plus importantes en Allemagne, surtout après un certain niveau de salaire, parce que les impositions sont plus importantes aussi, l'imposition sur le revenu. Donc, quand on fait son benchmark, il faut garder tout ça à l'esprit pour qu'à responsabilité au moins équivalente ou à même supérieure, que ce soit le bon niveau de rémunération, prenant en compte en effet tout ce qui est cotisation sociale, salaire brut, voilà. Mais ça vaut le coup de s'y pencher un petit peu et ça demande en effet de rentrer un petit peu dans la technique. Mais après, voilà, on peut se faire aider aussi. Alors, il y avait aussi un autre point de mémoire, c'est qu'il y avait des dates anniversaires auxquelles on pouvait quitter l'entreprise. Donc, ce n'était pas sur la base d'un préavis comme en France. Il y avait 6 mois, il y avait, enfin, c'était pas en termes de mois, c'était en termes de date anniversaire. Le souvenir est un peu imprécis, mais je sais que ça posait de problème quand on chassait pour faire c'était plus facile à gérer sur le modèle français que sur le modèle allemand qui avait une certaine rigidité par rapport à ça. Et je ne me souviens plus du détail. À mon avis, il faut regarder les systèmes de la retraite. Par exemple, en Allemagne, tu devrais travailler en Allemagne pour au moins 5 années pour recevoir comme le dit, entitlement pour une retraite en Allemagne. Sinon, si tu travailles pour moins de 5 ans ici, on pourrait recevoir une information pour la retraite ou l'assurance en France. Il faut bien regarder. Malheureusement, les systèmes ne sont pas bien harmonisés sur le plan européen. Et Mathias, tu sais ce qu'il y en a sur les périodes d'essai et les périodes de préavis ou pas plus que ça? Pardon? Est-ce que tu peux répéter le régime des périodes d'essai et des périodes de préavis quand on part, il est différent. Est-ce que tu peux rappeler, si tu le sais, comment ça se passe en Allemagne? Qu'est-ce que c'est? Je crois... Kündigungsfrist. Ok. So, notice period. Non, Probezeit. Okay. C'est le Probezeit. Probezeit am Anfang und Kündigungsfrist am Ende. Ok. Donc, au début du contrat, c'est toujours 6 mois. On pourrait le réduire, mais normalement, c'est 6 mois. Je le trouve personnellement trop long, mais quand même, c'est 6 mois. Et à la fin, pour résilier un contrat, ça dépend du niveau. Dans la plupart des contrats, ce sont 3 mois. Et pour les dirigeants, normalement, c'est 6 mois. Et pour les PDG, par exemple, ça pourrait être aussi 12 mois. Entre 3 et 6 mois, dans la plupart des cas. Merci Mathias. Donc, je ne sais pas, Flore, tu as... Oui, juste parce que Mathias évoquait l'harmonisation des règles en matière, par exemple, de retraite ou de droit aux assédiques en cas de licenciement ou tout ça. C'est vrai que ça, mais je pense que ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, mais on pourrait penser qu'au sein de l'Union européenne, tout est harmonisé et équivalent, ce qui n'est absolument pas le cas, en fait. Donc, c'est vrai que, par exemple, si jamais on quitte la France après avoir négocié son départ et qu'on arrive en Allemagne alors qu'on aurait le droit à assédique en France, il n'est pas certain du tout qu'en Allemagne, on y ait le droit. Donc, dans des projets de mobilité où la retraite, en effet, l'histoire des 5 ans, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit parce que s'il manque 5 ans de cotisation sur une carrière professionnelle, ce n'est pas non plus rien. Donc, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, il y a différents degrés d'harmonisation en fonction des différentes branches de la sécurité sociale, mais l'harmonisation n'est pas entière et dans tous les cas, les règles sont différentes, y compris par exemple les règles d'indemnisation du chômage.
Si vous cotisez en France et que vous dites, je ne sais pas, vous quittez votre entreprise, vous faites un départ négocié, ce qui vous ouvre éventuellement, selon les dispositions prises, le droit à des indemnités d'ACEDIC en France, et vous vous dites, tiens, j'en profite pour partir en Allemagne, comme ça je toucherai les ACEDIC en Allemagne, ça me permettra de trouver un travail, hein, en ayant l'esprit un peu plus sécurisé. Ben, ce n'est pas certain en fait. Donc voilà, il faut regarder tout ça. Les projets de mobilité s'inscrivent aussi dans une harmonisation communautaire qui n'est pas entière. Je crois qu'en général, comme le dire, le net replacement rate, donc si tu es en retraite, je ne connais pas le mot en français, net replacement rate à la fin en France est mieux par rapport à l'Allemagne. Et à mon avis, le truc le plus utile serait de commencer en France, par exemple, d'être expatrié en Allemagne. Donc, tu restes dans le système en France. Et après quelques ans, tu retournes en France, par exemple. Après, je crois, 6 ans, c'est le maximum. Non? Donc, le système de retraite, on peut le dire, c'est pas le meilleur en Europe, malheureusement. Mais quand même, comme ça. Merci pour ces informations utiles. Et par rapport, alors vous avez évoqué la question des niveaux de salaire par rapport à la France et des impôts, et les coûts du logement ou de la vie, vous semble-t-il très différents de celui en France? Même si j'imagine ça doit dépendre de la ville. Absolument. Je dirais en général que le pourcentage du salaire net qu'on doit utiliser pour le logement, c'est plus petit par rapport à la France. Oui. Mais en général, ça dépend de la ville. En Munich, Francfort, aussi Stuttgart, Hambourg, ça coûte assez cher. Berlin, c'était bon marché. Ça a changé aussi beaucoup dans les 5 années précédentes, malheureusement. Mais ça dépend aussi de l'arrondissement. Mais en général, je dirais que c'est beaucoup moins cher par rapport à Paris ou Londres. Oui, je confirme. Après, en effet, il y a une très grande différence en fonction des villes. Et pour revenir sur ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire maintenant la flexibilité dans les modes d'organisation du travail qui sont proposés. Moi, par exemple, je travaille à Essen, qui est une grosse ville du bassin de la Ruhr, donc où les loyers, où l'achat, les projets d'achat sont beaucoup plus élevés. Mais je vis dans une petite ville en Basse-Saxe, où en effet les prix sont sans commune mesure avec les grosses villes allemandes. Donc, et je ne parle même pas de Munich, qui visiblement est une des villes les plus chères en Allemagne. Voilà, mais ouais, c'est moins cher en base que Paris. Après, il y a beaucoup de différences entre les villes. Et après, il faut garder en tête cette flexibilité d'organisation du travail qui fait qu'on peut aussi optimiser éventuellement en vivant dans une ville moins chère, parce que maintenant, on n'a plus besoin d'être tout le temps sur place dans son poste. Après, ça dépend encore une fois énormément du poste. Il y a des postes où on a besoin d'être là tout le temps. Moi, ce n'est pas mon cas. Et après, je reviens sur ce que disait Mathias, il est quand même indispensable d'avoir très régulièrement des contacts avec son équipe, parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'entreprise, qu'on se fait du réseau et puis qu'on échange et qu'on apprend aussi beaucoup de choses et qu'on crée du lien. Donc voilà, c'est pas non plus… Je pense que s'imaginer un full remote working, c'est pas non plus… en tout cas, pour moi, ce serait pas l'idéal. Et Flore, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Parce qu'il nous reste 20 minutes, donc on approche la partie un peu plus interactive. Des questions pratiques ou des doutes? Une question pour Mathias. Ah, avec plaisir. De la part de Lorraine. Vous avez évoqué avoir travaillé en ambassade. Est-ce que vous diriez que travailler en ministère ambassade est plus accessible qu'en France avec ces systèmes de concours type ENA? Donc, alors, ok, on va voir. Vous avez évoqué avoir travaillé en ambassade ou travailler au ministère. Alors, comme je l'avais mentionné, je suis autrichien. Je ne connais pas très bien le système de la diplomatie en Allemagne. Quand même, je sais que aussi en Allemagne, il y a un concours pour la carrière dans le ministère des Affaires étrangères. Il faut le passer. Mais je dirais qu'en général, c'est plus ouvert. Je crois que c'est un peu moins rigoureuse par rapport à la France. En France, il faut avoir
normalement Sciences Po, HEC ou ENA. Donc, à la fin, les Allemands, du point de vue de la formation, sont moins élitistes. Donc, tu pourrais faire n'importe quelle université. Si tu passes le concours pour le ministère, ça va, non? C'est ma réponse. Bref, il faut voir les requirements sur la page d'accueil, mais en général, je crois que c'est plus ouvert par rapport à la France. Et même, alors je pense que la question de Lorraine pourrait concerner des gens qui ont des diplômes étrangers. Cela ne pose pas de problème pour faire des concours en Allemagne. Alors, nous vivons dans l'Union européenne. Il y a le système de Bologna, non? Donc, si tu as un master d'une université ou grande école française, c'est l'équivalent d'un master d'une université en Allemagne en général, non? Les RH ou les entreprises regardent la réputation de l'université, mais avec Sciences Po, il n'y a pas de problème. Pour certains pays de l'Europe de l'Est, je ne vais pas mentionner rien, ou au dehors de l'Europe, on pose des questions, c'est la même qualité comme une université allemande, mais en général, ce n'est pas de problème. Si je peux... Oui. Non, pardon, Mathias. S'il te plaît. Oui, je voulais juste ajouter par rapport au secteur public. Flore a dit en introduction que l'Allemagne est beaucoup plus décentralisée que la France et ça s'applique aussi aux carrières dans le secteur public. Alors qu'en France, je ne veux pas dire que toutes les carrières intéressantes se passent à Paris, mais en Allemagne, il y a beaucoup d'opportunités aussi dans le secteur public, dans les villes moyennes ou plus petites. Par exemple, chaque land, chaque région de l'Allemagne a ses propres ministères de l'éducation, par exemple, ou de beaucoup d'autres domaines très importants. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte qu'en Allemagne, si on veut faire une carrière dans le secteur public, on n'est pas obligé d'aller à Berlin. Je suis absolument d'accord avec Fabien. De l'autre côté, il faut se demander dans quelle spécialité tu veux travailler. Si tu veux travailler dans l'économie, par exemple, ou le développement rural, on pourrait trouver un bon poste, par exemple, au ministère à Munich. C'est bien rémunéré avec des avantages. De l'autre côté, pour les affaires étrangères et d'autres choses, énergie, tout le pouvoir se trouve à Berlin. Donc, il faut se toujours demander où se trouve le pouvoir pour le sujet et puis choisir le niveau, hein, soit le niveau fédéral, soit le niveau fédéral. Juste peut-être une petite remarque sur les carrières publiques. Je sais que la question porte plus sur les concours en Allemagne. Mais comme je le disais, moi, au début, je voulais être diplomate aussi. Donc, j'ai fait un stage en ambassade et tout ça. Et à l'époque, je pensais qu'en effet, pour rejoindre la diplomatie, il y avait deux voies. Soit il fallait sortir pour cadre général. Diplomatie, il fallait sortir de l'ENA. Pour cadre d'Orient, c'était des concours à part du ministère des Affaires étrangères pour être catégorie A+. Donc, je m'étais préparée activement à ça. Et en fait, au cours de mes stages et puis au cours de mes différentes fonctions, notamment, moi, j'ai travaillé 3 ans en Asie centrale. J'ai rencontré plusieurs personnes dans les ambassades de France. Et en fait, alors je pense que c'est sans doute la même chose en Allemagne. Il n'y a pas qu'une manière de rejoindre une ambassade. Il y a évidemment les concours de la haute fonction publique en France. Ça doit être la même chose en Allemagne. Mais après, il y a aussi plein de voies possibles. Le mieux, c'est de faire un stage et de regarder les profils des gens qui sont dans les différentes ambassades et puis de questionner les gens sur ces parcours. Moi, j'avais tendance à imaginer qu'il n'y avait qu'une voie. Alors évidemment, il y a des voies royales, mais il y a aussi des chemins de traverse qui permettent d'y arriver. Un autre point, à mon avis, vous pouvez aussi jouer la carte de la diversité et de donner des perspectives supplémentaires, non? L'Allemagne aussi sous grande pression politique et économique, non? La diversity and inclusion. Donc, un étranger, un Français, une Française donne toujours une autre perspective comme un Allemand, non? Vous êtes diverses à la fin, non? Donc, il faut se présenter dans cette façon, à mon avis.
Mais Mathias, justement, par rapport aux femmes, l'Allemagne, pendant une période, en tous les cas, n'avait pas beaucoup de femmes dirigeantes dans les entreprises. Absolument. C'est en voie d'amélioration. Absolument, absolument. Par exemple, si on regarde Allianz, l'assurance la plus grande du monde, le PDG, il a pris des grandes mesures pour renforcer les femmes, non? Elles sont d'un grand avantage, non? Il a pris, j'ai vu plusieurs femmes comme executive assistant et après 4 ou 5 ans, elles sont devenues member of the board d'une entreprise, du groupe, non? C'est merveilleux pour les femmes. Et c'est le même cas dans les entreprises industrielles du Siemens, par exemple. Tout est plus divers. Donc, comme une femme, il faut jouer cette carte à la fin. Hein? C'est un grand avantage. Et si je peux ajouter, ça me permet aussi de rebondir sur la question de Jean-Baptiste sur la mobilité vers l'Allemagne en famille. Alors, Jean-Baptiste, obviously, est un homme. Mais voilà, en tant que femme, moi, il y a quand même un sujet. En effet, il y a de plus en plus de programmes de diversité au sein des entreprises. Alors, il y a des évolutions favorables. Après, il y a quelque chose à prendre en compte quand on habite en Allemagne, c'est les modes de garde quand même. Et pour le coup, les modes de garde sont, en tout cas moi où j'habite et de ce que je vois autour de moi, sont plus compliqués. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une crèche qui ferme à 5h15, ce qui, dans la ville où je suis, est déjà exceptionnel. Autant dire que par rapport à mes anciennes journées de travail quand j'étais à Paris, 5h15, ça me semble le début de ma journée de travail, quoi. Donc, ça crée une énorme frustration chez moi et en termes d'organisation, voilà, ça fait 7 ans que je vis en Allemagne, donc on a trouvé des modes d'organisation alternatifs, mais c'est quelque chose à prendre en compte où il y a quand même souvent dans un couple, une personne de couple qui est quand même très souvent la femme qui travaille à temps partiel, ou souvent même dans certaines régions, il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas. Et vu qu'il y a au moins quelqu'un qui travaille à temps partiel, ça veut dire que les modes de garde derrière, c'est aussi compliqué, voilà. Après, ça doit dépendre des villes, des régions, de ce qui est proposé par les différentes communautés, les différentes communes. Mais voilà, ça, c'est quand même un sujet. Et pour le conjoint, quand il suit en mobilité, alors moi, c'était très particulier parce que quand ma boîte m'a proposé un contrat d'expatriation, mon conjoint donc n'est pas allemand, mais il est germanophone. Hein. Et avant de partir en Allemagne et de dire oui, j'ai dit, voilà, il faut que vous ouvriez votre carnet d'adresses sur place parce que moi, mon conjoint, il ne vient pas pour rester sous le canapé. Donc, ils ont ouvert leur carnet d'adresses et ils ont passé le CV de mon conjoint à toutes les boîtes qui travaillaient ici au niveau local. Et donc, ça ne permet pas de trouver un job, mais ça facilite quand même la prise de contact avec le bassin d'emploi dans lequel on arrive. Merci. Il y a une question sur les horaires, si la journée démarre plus tôt et termine plus tôt ou si c'est comme en France. Ça dépend des entreprises, en tout cas de moi ce que j'ai vu. Il y a une tendance quand même à commencer plus tôt. Moi, dans mon entreprise où je travaille, on est assez flexible en fait. Donc, il y a déjà une différence. Il y a des entreprises qui font des Kernstunden, c'est-à-dire qu'on a une présence obligatoire sur une certaine plage horaire dans la journée. Moi, par exemple, sur mon team de poste, c'est ce qu'on appelle des Vertrauenszeit. Donc, concrètement, je m'organise comme je veux sur mes fonctions. Je n'ai pas besoin de check-in et check-out dans la journée. Donc, ça dépend un peu des types de positions. Après, il y a aussi des cultures d'entreprise. Dans celle de mon mari, par exemple, il n'est pas rare que les gens commencent à 6-7 heures du matin, parce que comme ça, ils font une journée de travail de 15 à 14, ils finissent à 14 ou 15 heures. Dans l'entreprise où je suis, les gens commencent plus tard. J'ai envie de dire, ça dépend beaucoup du bassin d'emploi, de l'entreprise, de la culture, de ce qui est autorisé, du type de contrat. Mais bon, il y a quand même une tendance à commencer plus tôt. Et par contre, et c'est ça, moi, qui aussi a suscité le fait avec mon compagnon qu'on ait décidé de rester vivre en Allemagne, c'est qu'en termes de qualité de vie, il y a un meilleur équilibre, j'ai trouvé, entre vie privée et vie professionnelle. Hein. Et il est moins culturellement accepté que les gens restent après 21h le soir. Voilà, il y a en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, il y a des périodes de pic comme dans toute activité, mais
culturellement en France, si on est motivé, on est censé rester très tard le soir, même si c'est des fois pour simplement regarder des magazines sur Internet. Et ça, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé en Allemagne, hein. Merci Flore. Nous avons aussi une question de Maxime sur, toujours pour reprendre un peu la question du comparaison de salaire entre la France et l'Allemagne. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu mieux quel serait un salaire à parité acceptable, disons, est-ce qu'en moyenne, ils sont plus élevés? Bonjour Camilla, oui, si je pouvais Oui, élaborer. oui, Oui, Maxime, je t'en prie et ravi de te revoir. pareillement. Oui, en fait, c'est vrai que c'est difficile de. Si, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en tête, si vous voulez, pour, enfin, comme différence principale pour pouvoir facilement estimer quand on discute salaire par rapport au marché français, voilà, quels ajustements on pourrait faire compte tenu de la fiscalité, compte tenu, voilà, vous parliez de la sécurité sociale qui est à deux niveaux public et privé. Donc, voilà, quel ajustement on pourrait avoir en tête pour pouvoir convertir aisément, je dirais, entre un marché et l'autre? Je dirais qu'en général, avec un salaire de 100 000 euros, tu payes 40% pour l'assurance, pour les impôts, non? Oui, En Allemagne. Et donc, je ne connais pas les impôts, franchement, en France, mais si tu reçois un certain salaire net en France, tu pourrais le voir sur une page d'accueil en Allemagne. Il y a plusieurs calculations. En fait, il y a plusieurs pages pour la même calculation. Et tu mets les chiffres là-bas. Je ne sais pas, peut-être tu as besoin de, je ne sais pas, 110 000 euros pour le même net, non? Et tu oui, joues un peu pour recevoir la chiffre. Un autre truc, c'est en fait, c'est le marché. Si si tu cherches par exemple un poste à Francfort, il y a une très grande compétitivité pour ta profession. Tu pourrais aussi demander 140 000 euros, mais peut-être plus cher, non? Ça dépend de la profession, du secteur, aussi de la ville. En Allemagne de l'Est, les salaires sont normalement plus bas, 20%, 25% plus bas, mais oui, ça dépend de la ville. oui. Enfin, dans mon cas, je regarde par exemple Francfort, je suis dans la banque. Et, Ah, d'accord. donc, en fait, je me posais la question, oui, parce que j'ai l'impression que les bruts en Allemagne sont en général plus élevés qu'en France. Enfin, déjà, si on part du brut. Oui. Premièrement, donc un salaire au-delà de 100K, ça paraît assez normal. Et donc aussi, en termes de taux d'imposition, la situation familiale n'a aucun impact, contrairement à la Si. France, où il y a la notion de part fiscale, le nombre d'enfants à charge. Oui et non. Oui et non, parce que, il y a un système aussi de Schicht, des tranches, hein, et en fait, si on est en couple, on peut Oui. décider de la personne qui est la plus imposée. C'est-à-dire que ça ne changera rien, au total à ce que sera payé par le couple, mais la charge d'imposition, l'équilibrer ou pas sur chacun des partenaires, ou on peut décider qu'il y en a un qui sera plus taxé que l'autre parce que les différences entre les salaires sont plus élevées. Mhm. Mais C'est pour c'est ça que mais en net, ça change pas au niveau du foyer. C'est ah simplement non, après voilà, entre les deux exactement. conjoints qui consent à C'est payer un plus d'impôts. arrangement, Oui, exactement. C'est un arrangement entre personnes du même couple pour d'accord. décider de qui portera la charge la plus D'accord, d'accord. importante. Oui. Et en termes de sécurité sociale, donc ça veut dire que bon, en France, on a souvent des mutuelles assez compréhensives, je dirais. Donc en Allemagne, comment ça se passe lorsqu'on négocie package quel est l'ajustement typique qu'il faudrait faire en fait en différence avec ce qui se fait en France? De mémoire, ça dépend si tu es dans les dirigeants ou pas, parce qu'effectivement, il y a le secteur, la partie publique, mais moi, je me souviens, travaillant sur les dirigeants, on était vraiment dans un schéma privé. Oui, Donc, ça, c'est plus difficile, effectivement, de donner une norme par rapport à ça. Ça dépend aussi, par exemple, en fait,
Il y a, en effet, il y a du public et du privé. Après un certain niveau de rémunération, il n'y a pas le choix, il faut aller vers des prestations privées. Les prestations privées, ça dépend du niveau de remboursement qu'on souhaite. En fait, en fonction de la situation de chacun, on peut augmenter de 5%, 7%, 8%. Moi, je ne sais pas, une personne qui porte des lunettes, par exemple, ça aura plus intérêt à prendre quelque chose en privé qui rembourse tous les frais liés à l'ophtalmologie. Donc ça, c'est très difficile à dire et à quantifier. Après, peut-être un petit tip, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont notamment… Bon, je ne veux pas accaparer toute la conférence, oui. Non, mais c'est intéressant parce qu'une personne, par exemple, qui est en début de carrière, donc par définition, qui sera dans des niveaux de rémunération qui sera un peu en dessous, si elle commence en Allemagne, à la limite, le type, c'est aussi, parce qu'elle peut avoir le choix, elle aussi, de partir vers du privé ou du public. Il faut savoir qu'une fois qu'on a opt-out, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti du public, on ne peut pas revenir vers le privé en Allemagne. Non, une fois qu'on est sorti du public, on ne peut pas y revenir. Hein. Donc, en fait, il faut aussi regarder toutes ces stratégies-là. C'est est-ce que si le niveau de remboursement, par exemple, du système public d'assurance maladie nous convient, quand bien même on aurait une augmentation du salaire après une certaine ancienneté et puis plusieurs expériences professionnelles, est-ce qu'on ne décide pas de rester dans le public parce que, mine de rien, ça coûte moins cher, surtout à partir du moment où on a après une famille, hein, parce qu'on peut mettre les enfants aussi sur l'assurance maladie. Donc, tout ça, c'est des petites différences à prendre en compte parce que tant qu'on est tout seul, j'ai envie de dire, c'est pas énorme, mais dès qu'on est une famille, ça commence après à se chiffrer. Donc, tout dépend du nombre de membres de la famille, du niveau des prestations qu'on souhaite avoir. Mais vraiment garder à l'esprit qu'une fois qu'on est sorti du public, on ne peut pas y revenir. D'accord, noté. Donc, merci. Un petit truc, Maxime, ça dépend, à mon avis, si tu veux rester en Allemagne pour 15 ans, 20 ans, par exemple, peut-être tu prends l'assurance publique. Si tu dis, oh, je vais travailler ici pour 5 ans, par exemple, à mon avis, le système privé serait plus agréable parce que tu reçois plus, mais ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher pour qui? Pour toi. Si tu n'as pas de famille, si tu es célibataire, si tu as 2 enfants, par exemple, le système public, je crois que c'est plus agréable. D'accord. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. OK, merci pour ces informations. Et un autre truc, Maxime, alors à cause du Brexit, un très grand nombre des banques internationales ont choisi de prendre Francfort comme siège social. Donc, il y a une très, très grande compétition. Donc, je te recommande de regarder le marché au-dessus de négocier. Normalement, les gens restent dans une banque, je ne sais pas, 3-4 ans, et puis on change. Et notamment, les banques américaines sont très agressives avec des très bons salaires. Donc, il faut avoir les salary range et bien négocier. Non? Mais Maxime, si tu es en recherche, je peux te donner le nom de mon partenaire donc, qui est dans l'executive search, qui travaille à Francfort, mais pas seulement dans la finance, mais aussi dans d'autres secteurs. Si tu veux avoir un contact, à ce moment-là, je pourrais t'envoyer leurs coordonnées. Oui, Martine, ce sera avec grand plaisir puisque je suis effectivement dans une recherche assez atypique, n'étant pas en Europe actuellement, enfin dans l'Union européenne. Donc oui, je serai preneur de contact afin de mieux étudier les spécificités du terrain. D'accord. Je vais t'envoyer 2 adresses, celui qui est actif et celui qui l'a été dans la finance et qui est un ami et donc qui pourra te répondre sur les questions que tu te poses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martine. Alors, en effet, j'en profite aussi pour vous annoncer si quelqu'un d'entre vous est à la recherche d'un VIE. Il y a une offre de VIE à Düsseldorf chez BPI France. Donc, je vais vous la mettre ici dans le chat si jamais quelqu'un d'entre vous est intéressé. On prend peut-être la dernière question parce qu'on a dépassé les temps. Je vois qu'Odile avait levé la main. Donc, Odile, si tu veux prendre la parole, peut-être. Odile est là ou… Bon, peut-être il avait, parce que je voyais la main, peut-être que c'est resté. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Et sinon,
Bonjour, juste Oui. peut-être une dernière question, parce que j'ai pris la conversation en retard. Est-ce que ça sera enregistré ou pas? Parce que je vois que l'enregistrement est sur activé. Je ne sais pas si on aura un lien à l'issue de cette table ronde ou pas du tout. Oui, c'est enregistré et normalement, ces conférences sont visibles par les adhérents de l'onglet Replay. D'accord, ok, très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une dernière question ou... Bon, alors, un grand merci à Flore et Mathias pour vos témoignages très utiles et concrets. Merci à Fabien pour nous avoir aussi raconté les échanges entre Sciences Po et l'Allemagne. Et merci à vous tous et toutes pour être là. Je laisse peut-être dans le chat mes coordonnées. Si vous avez des questions concernant le VIE, parce que je n'arrive pas à le mettre dans le chat, donc je vous le laisse ici. Et merci encore à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.